Allez, vas-y, lance la roue du Grumpf. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'hésitais entre 3 chibis effectivement en parlant du Grumpf. Non, bah, je vais ma lecture du moment, en fait, tout simplement. Il est là, c'est Nanochrome. C'est Nanochrome du Grumpf, alors, ça doit être connu. Moi, je c'est pas les univers que je pratique, en fait. Il est énorme en fait, Nanochrome. Non, il est pas énorme, c'est un format tout petit. C'est un Ah format non, roman mais livre poche et il est super épais en fait. ouais, il fait 400 pages. Heu, c'est cyberpunk, voilà. Ok. Du coup, à la couverture, ça a l'air très très minimaliste. Est-ce que c'est également le cas une fois qu'on est dans le livre, ou au contraire, c'est un système de jeu qui est bien chiadé? Je vous montre un peu les images. Voilà, pas plus, après je vais payer des droits d'auteur. C'est un système qui alors c'est la V2, elle tourne sur le système de Donjon de poche qui est, un jeu dont je vous ai déjà parlé, qui est en téléchargement gratuit. Donc, non, on est sur un OSR, plutôt classique qui se joue avec, 2 D6, enfin avec 3 D6 dont un des 3 D qui est d'une couleur différente des autres. C'est un jeu qui est plutôt orienté campagne ou one shot? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que le groupe te propose les 2. Il te propose les 2 en te proposant de jouer différentes choses. Soit tu pars sur le principe que tout le monde joue des mercenaires et tu peux faire du one shot sans problème ou de la campagne. Soit, vous partez du principe que vous êtes corpo et dans ce cas-là, vous faites, soit des scénars, en diptyque, en triptyque ou en campagne, soit vous partez du principe que vous êtes les journalistes de Panopticon et dans ce cas-là, vous partez sur de la pure campagne, bac à sable. Est-ce que l'univers a des spécificités qui le font se démarquer de Cyberpunk ou de Shadowrun ou d'autres jeux dans le même, registre? J'en sais rien. Pour faire simple, j'ai jamais eu en fait, j'ai, dans ma grande bibliothèque, j'ai beaucoup de jeux où on joue des enfants, mais à part Alien, j'ai pas beaucoup de jeux où on joue des trucs SF. Je pense qu'on pour en avoir parlé avec plusieurs collègues, la grosse différence, entre, Nanochrome et Cyberpunk, c'est que déjà quand c'était les netrunners dans Cyberpunk, ou si tu en avais un seul dans ton équipe, tu avais le reste de la table qui se faisait chier parce qu'il était en train de faire sa partie tout seul dans son coin. Là, c'est plutôt assez lissé et après, c'est tout ce que je peux te dire honnêtement. Je suis absolument pas pour moi, c'est une alternative à Cyberpunk. J'ai vu le prix de Cyberpunk, j'ai vu le prix de Nanochrome, j'ai dit: «Je vais prendre Nanochrome». Voilà et j'aime beaucoup ce que fait le Grumpf et le système de Cyberpunk étant le même que Witcher, qui est pas terrible du tout. Mais maintenant que c'est le système de Cyberpunk, il est génial, d'après ce que j'en lis sur internet. Mais, bref, du coup, c'est une chouette alternative pour, je sais pas, un cinquième du prix du bouquin de base de Cyberpunk, à peu près. On nous demande sur le chat si l'univers est bien détaillé. Alors Chrome City est, plutôt pas mal détaillé. Après, ça reste du travail du Grumpf, donc ça reste du travail avec pas mal de qui demande pas mal d'implication au MJ et à la table, avec, beaucoup de créations coopératives et toutes les tables aléatoires nécessaires pour pouvoir, tisser un canevas, solide de la partie. Donc l'univers est, suffisamment expliqué de façon générique et ça ne tient qu'aux joueurs et au MJ de le détailler. Par exemple, à la fin, il y a une trentaine ou une quarantaine de dessins de personnages, qu'a fait le groupe. Bon, là, forcément, vous allez pas forcément les voir. Voilà, vous avez 3 4 pages comme ça, où en fait, si vous comptez jouer en campagne, le groupe propose de les distribuer, ces cartes et genre tout le monde note, quelque chose qu'il pense sur ce personnage. Et ça Ah, c'est permet du bien coup ça. de créer des PNJ et des persos qui s'ancrent dans l'univers, ça reste très collaboratif. C'est assez sympathique. Du coup, ouais, l'univers générique, il est suffisamment expliqué pour qu'on puisse s'en emparer. Moi aussi, c'est ce que j'aime chez le Grumpf, c'est qu'il nous saoule pas avec la marchande qui habite dans la 3e rue au 4e étage.
et c'est assez générique pour que chacun y trouve son compte et ça pousse assez la réflexion dans le game design pour que la table crée vraiment un univers propre à sa partie, quoi. Les règles de Donjon de Poche, c'est assez court. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 400 pages de livres? Il y a de la campagne, il y a du scénario, il y a plein de pré-tirés, il y a des... Tablette Non, c'est assez d'armement. il y a plein d'armements. Comme dans Frontières, ils ont enlevé les pages pour ajouter des flingues. Il y a pas mal alors déjà, on trouve des règles annexes pour pouvoir, utiliser des pouvoirs magiques. On trouve énormément en fait, c'est ce qui est magnifique dans ce jeu, c'est qu'on trouve énormément de conseils de jeu sur, comment jouer des missions de mercenaires, comment jouer des missions de journalistes, comment créer, comment mener un scénario d'enquête. C'est bourré de toutes les réflexions de game design et de maîtrise du Grumpf, à l'instant T où il a écrit le jeu. Donc même si c'est pas pour jouer, ça vaut largement le choc de l'acheter, ne serait-ce que pour avoir, une vision de comment maîtriser, des parties, pour avoir des idées, des tests. Il y a une trentaine de pages, c'est, comment une galère de la vie quotidienne peut enrichir la partie. Les joueurs débarquent, le PNJ qui leur a rendu service leur a filé une camionnette, mais comme, les PNJ ne se sont pas acquittés, 1 scénar ou 2 scénars avant du service que leur avait demandé ce PNJ, bah, le mec n'a pas fait le plein et en pleine poursuite, tu tombes en panne sèche et il y a plein de trucs comme ça. Les PNJ, il y a un gros système sur les relations. Sur les relations, on est soit une connaissance, c'est soit une connaissance, soit un bon copain, soit un ami, en gros, un truc dans le genre et du coup, il y a pareil, il y a 30 pages sur, bon OK, vos PNJ, ils connaissent des gens, il y a pas de souci. Mais ces gens-là, ils vivent dans l'univers, ils font des choses, donc c'est bien qu'eux rendent service, mais c'est bien qu'il y ait un renvoi d'ascenseur. Il y a tout un chapitre qui s'appelle «Renvoyer l'ascenseur» et plein de choses comme ça. C'est énormément de réflexion de jeu, en fait, sur tout ce qui est contemporain, sur, jouer dans la vie de tous les jours, enfin jouer la vie de tous les jours et il propose de commencer, le jeu se joue par cycle et en fait, c'est les joueurs qui déterminent la fin d'un cycle et en fait, pendant le cycle, tout le monde, en gros, est en pause et au moment où les joueurs font le cycle, finissent le cycle, donc ils font un «repos long» entre guillemets, enfin, c'est même carrément ça, ils font un repos long, à la Donjons& et Dragons. C'est là où tout l'univers, lui, se met en action. Donc pendant les 10 secondes où les mecs disent: «On met fin au cycle, on se repose, on relance nos dés de vie, je me prépare pour pirater machin, je me prépare, je regarde les horaires de Leroy Merlin pour aller acheter, un câble ou quoi». Bah, pendant ce temps-là, il y a les corporations qui avancent, les contacts des persos à qui leur arrive des choses et tout ça et du coup, ça rend le jeu hyper dynamique et c'est hyper riche à faire jouer. Voilà. On nous demande Cette s'il y a des partie-là, scénarios dans le livre. Excuse-moi. Il n'y a pas de scénario dans le livre. Il y a beaucoup d'accroches, il y a beaucoup de propositions, mais il n'y a pas de scénario dans ce livre. Je pense qu'il y a facilement des scénarios trouvables sur le Terrier du Grumpf ou sur Cassius No et après en soi, il les scénars enfin de ce que j'ai compris, c'est selon ce qu'on joue. Si on joue, du mercenaire, les scénars, enfin acheter un scénar, cyberpunk, c'est pas forcément hyper intéressant et du coup, là, il y a toute cette mise en place de la gestion. C'est assez sympa parce qu'en fait, quand on lit le bouquin, on a l'impression que les mecs, c'est un truc un peu à la Raoul. Quand je l'ai lu, ça m'a donné cette impression-là. Genre, on assoit tous les joueurs autour de la table, on leur dit: «Aujourd'hui, votre mission, c'est d'aller acheter des chipolatas» et à partir de là, il y a tout qui part en sucette, il y a tout qui s'embrouille. Il y a, 15 000 tables aléatoires pour tirer les missions avec les complications, pas les complications, pourquoi? Est-ce que le commanditaire est un salaud? Est-ce que le commanditaire est bien? Est-ce que le commanditaire va se faire tuer avant que les gens aient fini la mission? Donc il y a pas de scénar à proprement parler, il y a un générateur de scénario, oui. vous voulez demander la partie, quand les joueurs font un repos long, le monde avance. Cette partie-là est gérée uniquement par le MJ ou est-ce qu'il y a une interaction des joueurs? Alors, le problème, c'est que c'est un jeu du Grumpf, donc il y a 12 propositions différentes sur quoi faire à ce moment-là.
La proposition la plus pertinente, c'est que quand tu es en campagne, au début de chaque cycle, qui correspond donc à ce moment où soit les gens se sont reposés, enfin, où le moment les gens se sont reposés, sont rentrés chez eux, sont allés dans le QG. En gros, au début de chaque cycle, chaque, joueur peut balancer, une rumeur ou un fait qu'il a vu ou qu'on lui a rapporté. Donc par exemple, il peut prendre le PNJ numéro 82, l'image du PNJ numéro 82 en disant: «Bah, lui, je le connais bien par rapport à mon bac parce que machin. Il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il s'était passé ça à tel endroit» et tout ça. Et pour répondre à la question de Philou de tout à l'heure, histoire de faire des des flashbacks, je pense que alors j'ai pas lu Cyberpunk, mais dans Nanochrome, il y a il y a tout ce qui est le monde akashique, donc qui est le monde qui a été créé par les ordinateurs quantiques et qui se fond avec la réalité. Et il y a toutes les âmes qui se sont perdues et les intelligences artificielles qui se sont émancipées et en fait, il y a toute une série d'esprits akashiques qui sont, du coup des esprits, de données pures qui essaient de se stabiliser, dans le monde et du coup qui sont des pas des types de personnages jouables, mais c'est des entités avec lesquelles on peut interagir. Alors, sachant que le jeu le plus futuriste dans ma bibliothèque, c'est Innominé Sataniste, est-ce que si jamais moi je veux prendre le livre, le maîtriser, est-ce que je vais être complètement paumé parce que j'y connais vraiment mais un belin en SF? Ou est-ce que ça va, je suis Je ne suffisamment t'entends pas. guidé? Je crois que ça ne non, bah, je l'ai lu une fois d'une traite et je suis en train de le relire parce qu'effectivement, moi qui suis pas du tout familier avec jouer la SF, de façon un peu sérieuse, de jouer Cyberpunk, en fait, tout court. Jouer Alien, c'est facile, en fait. C'est juste que les mecs, ils ont pas des charrettes, ils ont des vaisseaux spatiaux, quoi. C'est exactement la même chose. Là, on est quand même dans un jeu qui est assez touffu. Je l'ai lu une fois d'une traite, il y a eu énormément de choses à digérer. J'ai laissé passer 3 4 jours. Je suis en train de le reprendre. Faut pas avoir peur d'être un peu perdu au début si on n'y connaît absolument rien dans ce genre d'univers, si c'est absolument pas familier. Puisque moi, honnêtement, c'est genre le dernier des univers, le cyberpunk, je pense qu'après le cyberpunk, il y a plus que le steampunk et c'est fini, quoi. Après, il y a des univers qui sont pas encore créés, que je connais pas, quoi. Mais du coup, c'est un peu touffu, un peu compliqué par moment. Il y a pas mal de concepts, mais l'avantage, c'est que l'écriture du Grumpf, elle est assez simple. C'est de la belle écriture en plus. Je trouve ça assez moi personnellement, j'ai trouvé ça assez compréhensible, mais voilà, j'ai besoin d'une deuxième lecture avant de pouvoir, envisager une maîtrise, quoi. Mais dans tous les cas, il y a des conseils qui sont ouf et il y a des chapitres entiers qui même si là, c'est dans un bouquin cyberpunk, c'est adaptable à 99 des jeux, quoi. Peut-être pas Lift Pump, Ultimate Edition Deluxe, mais en tout cas, voilà, enfin, c'est bourré de conseils, c'est bourré d'idées. Je pense que si on enlève les conseils, les idées, on arrive à un bouquin qui fait 150 pages, quoi. C'est un peu comme si les lapins marteaux, dans leur guide de mener le jeu de rôle, ils avaient mis un jeu de rôle en plus dedans, leur travail est super, hein, c'est Oui, oui, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est marrant parce que quand tu as montré le bouquin d'Anachrome 2, je l'ai trouvé ultra gros parce que moi, c'était un bouquin que j'avais acheté en PDF il y a longtemps et le livre se lit tellement bien que dans ma tête, il fait pas 400 pages. Il en fait 391 en vrai, mais dans ma tête, c'était bien plus court que ça. et non, raté, raté, raté. Je suis en train de vous chercher la table des matières pour Après, ça. je suppose que c'est très richement illustré, comme souvent chez le Grumpf. C'est plutôt pas mal. C'est pas le plus agréable à regarder en soi, mais oui, ça reste plutôt bien illustré, quoi. Pourquoi le jeu s'appelle-t-il Nanochrome? D'où vient le nom, le mot? De Nanochrome? C'est rien. Tu joues à Chrome City, mais alors Chrome City, c'est le nom générique qu'il utilise. C'est le nom générique qu'il utilise pour son jeu, mais il te conseille de jouer dans une ville que tu connais, en fait. Et Nanochrome, je dirais que c'est juste qu'il voulait faire du cyberpunk et que comme il te parle souvent de bras et de cyber-augmentation et tout ça, le côté chromé, c'est joli. Ouais, et puis Nano, c'est juste parce qu'il fait des petits jeux, le conf, même s'il fait 400 pages, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus digeste qu'un Cyberpunk ou qu'un
qu'un Shadowrun, quoi. C'est comme Dragon de Page. Pourquoi 2 pages? Parce que c'est des petits jeux. Petit par la taille, grand par la qualité. Et puis Maxi Rouille, ça le fait pas trop, quoi. Oui, non. Non, mais après, donc du coup, voilà, j'ai le truc sous les yeux. Il y a quand même pas mal de choses sur comment mettre en scène les combats. Comment mettre en scène les combats, comment utiliser les véhicules, créer des relations, utiliser des relations. Tout ce qui est improvisation de jeu, créer une aventure, créer des complications, peupler un jeu. Après, bon, après ça reste le Groove, donc il y a Dragon de Chrome dedans qui est l'extension pour jouer de la magie. Et non, il y a vraiment énormément de choses. Jouer les gangs, faire jouer des gangers, jouer avec les stéréotypes. Après, il y a des explications sur les films noirs, sur tout ce qui est hard-boiled et tout ça, qui pareil sont des styles que je ne maîtrise pas forcément. Mais du coup, voilà, c'est un jeu que j'ai utilisé pour sortir de ma zone de confort, dans lequel j'en ressors absolument ravi, sans être trop perdu non plus, et qui regorge vraiment, en plus d'un jeu de qualité avec un système qui est quand même assez béton. On a vraiment une mine d'informations et une mine d'outils qui est utilisable. Et du coup, je dirais même que prendre Nanochrome et le coupler avec le compagnon numéro 2 de Cœur Vaillant du Grumpf aussi. Là, c'est bon, c'est fini, quoi. Vous avez plus besoin d'extension si vous jouez Cyberpunk et vous avez plus besoin de rien, vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi. Et ça fait une très chouette alternative à un jeu qui est campé par, un style de jeu qui est campé par 2 grosses majors qui pour moi me conviennent pas spécialement. Et du coup, est-ce qu'il y a des extensions sur Nanochrome ou rien de jeu? Alors il y a une extension. Alors, tout à l'heure, on parlait de scénario. Il y a Artemis ça me revient en esprit, Artemis qui est un scénar gratuit à la base pour Nyx, mais qui est du Grumpf aussi, mais qui est adaptable à Nanochrome niveau scénar. C'est un scénar ou un setting, je crois que c'est un nouveau setting. Et sinon, d'extension, non. Je crois qu'il y a juste un petit bouquin en plus où il y a genre 2000 noms et logos d'entreprises inventés par le Grumpf pour pouvoir peupler les factions et les corporations du jeu, quoi. Mais de mémoire, il n'y a pas d'extension. Enfin, si, il y a une extension, c'est Dragon de Chrome qui est dans le bouquin de base, en fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est la V2. Est-ce que tu connais la différence avec la V1? Pas du tout. Je crois que le système de la V1 était très branlant et qu'il y avait des choses qui lui convenaient pas, donc il les a changées. Mais comme je connais absolument pas l'univers cyberpunk, je l'ai acheté il y a un mois le bouquin. Non, pour le coup, c'est une vraie découverte. Donc pour le moment, sur les 3 jeux qui ont été présentés ce soir, personne n'a joué à aucun des jeux. Si, Non, mais j'ai joué à Nanochrome. Nanochrome 2, j'y ai joué. Ah, et donc quel est ton ressenti par rapport à Cyberpunk et Shadowrun? Cyberpunk, j'y ai jamais joué, et par rapport à Shadowrun, faut encore que je tente Anarchy, mais Shadowrun de base, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai acheté la 3e édition, j'ai pas réussi à la masteriser. J'ai acheté la 4e édition, pareil. La seule fois où je devais y jouer, c'était en club. J'ai passé 1h30. Non, j'ai même pas fait mon personnage. C'est le MJ qui est un fan de Shadowrun depuis toujours, qui a toutes les extensions, les suppléments. Je lui ai dit, voilà, je veux un samouraï des rues qui ressemble à ça. Il m'a fait un super personnage. Il m'a trouvé une illustration, il avait l'air top. Et il y a eu un imprévu, on n'y a même pas joué. Donc, si tu veux, moi, mon expérience de Shadowrun, elle est pas tip top, quoi. Donc, forcément, dans le Chrome 2, j'ai acheté le jeu. Je l'ai lu. J'avais un peu de mal avec le Cyberpunk. Je me suis trouvé un pote dans mon club de jeux de rôle qui lui était motivé. Je lui ai dit, bah tiens, prends mon PDF et puis fais-nous jouer. Et puis la semaine d'après, je faisais une super partie où j'étais joueur sur Nanochrome 2 et ça s'est super bien passé. Non, mais c'est ça, ça a l'air hyper agréable à jouer en tout cas. Enfin, en tout cas, t'es bien pris par la main à la lecture et je pense m'y atteler dans pas trop longtemps. Mais est-ce qu'on peut y jouer sans avoir à faire du sport? Oui. Oui. Oui, mais du coup, c'est rigolo parce que ça me fait penser à ça. Chapitre sur les attaques. Donc du coup, on est sur de l'OSR, donc le old school fantasmé par les joueurs de maintenant. Et du coup, on joue avec très peu de caractéristiques. Et en fait, le Grumpf t'explique point par point
comment est-ce qu'un joueur qui est très éloquent peut utiliser son éloquence pour tirer sur un adversaire et pour du coup faire son jet de carac sur charisme et pas sur dextérité et La ainsi de suite classe. pour plein de choses et c'est assez intéressant. Non, mais il y a vraiment une approche, il y a vraiment une approche, très, pas très narrative, mais très roleplay, en tout cas, très roleplay et très l'action passe par la description, après dans beaucoup de créations du groupe, mais dans Nanochrome particulièrement. Ah, ouais, il y en a même 2. Bon, il y a quelqu'un il y a Roll qui nous fait remarquer, et c'est vrai que tu as acheté la version 3 et 4 sans accrocher. C'est un petit peu de l'acharnement. Et De l'acharnement et de la naïveté, ouais. C'est plutôt de la naïveté parce que Shadowrun 3, j'avais acheté puis j'ai pas réussi à accrocher. Puis Shadowrun 4, ils ont dit oui, la 4ème édition sera plus simple. Ça va bien se passer, achetez-la. La 5, je me suis pas fait avoir. Puis la 6, ils peuvent toujours courir. Ah, c'est ce qu'on m'avait dit avec INS aussi. Du coup, j'ai acheté la dernière version. Est-ce qu'elle est plus simple? Je le sais pas. Il a Je pas le fait sais les pas, mais précédentes. il y a pas d'histoire. et C'est vrai que la dernière, il y a plus d'univers, les gens ils ont pas trop ah aimé. Ouais. on nous Il y a pose il y a une des question qui est univers dans la récurrente licence. quand même aussi. Est-ce qu'on peut jouer des poneys? Dans Nanochrome? Ouais. Alors dans Nanochrome, la réalité virtuelle et la réalité, se confondent. Donc en fait, dans les faits, tout le monde est plus ou moins habillé en morpho-chuite, gris, mais grâce à son Nexus, peut projeter, n'importe quelle tenue sur lui et on raconte que les meilleurs hackers sont même capables de faire jouer, de rendre toute une population, habillée en poney. Voilà, c'est ça Ouais. qu'on voulait entendre. Ou si ça vous va, je vais me lancer. Alors par contre, je suis un peu embêté parce que tout le monde a choisi des jeux qui sont quand même assez spécifiques et vraiment pas connus. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, dont j'avais vraiment envie de parler, mais sans être aussi connu que l'exemple que tu citais, L5R ou d'autres, reste quand même un classique dont au moins le nom est assez connu de la communauté rollistique. Donc, j'espère que je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Voilà, si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé, je tâcherai d'être un peu plus déviant dans le prochain café rolliste. Et du coup, je vais vous donner ma phrase. Donc, une Europe victorienne uchronique, Sherlock Holmes, Jules Verne, des savants fous, des machines infernales, des sociétés secrètes, des complots, de la magie, de la féerie, des dragons, et surtout beaucoup de panache. Bienvenue dans le monde de Château Falkenstein. Et effectivement, j'en ai entendu parler, mais par toi, et je n'y ai jamais joué, je ne l'ai jamais vu, parce que c'est un jeu qui n'est pas tout récent, qui va être réédité par Lapin Marteau que nous avons cité plus tôt. Déjà, je vais demander. Oh là là, c'est beau. On joue. Il y a écrit quoi dessus? C'est quoi le petit stickers? Meilleur jeu de rôle 1994 par Origins 95, je sais pas ce que c'est. C'est un style il me Trop semble qu'il bien. avait été primé au Fige aussi, Jeux Falkenstein. La seule année où ils ont mis du jeu de rôle. Donc j'ai cru comprendre qu'on était dans une Europe victorienne. On joue quoi et on fait quoi? Euh, on joue quoi? On peut jouer beaucoup de choses, hein. Alors, si la question c'est au niveau de Alors, au niveau des races, on peut jouer des humains, mais ce n'est pas obligé. Il y a des races magiques qui existent dans le monde de Falkenstein. Donc, on peut jouer des seigneurs fées, on peut jouer des elfes, on peut jouer des pixies, c'est possible, on peut jouer des dragons. Voilà. Ensuite, au niveau des métiers, ça peut être, ça reste, plutôt des archétypes d'aventuriers, hein, donc des nobles, des investigateurs, des mercenaires, voilà, il y a toute une galerie d'archétypes accessibles, mais surtout, on joue des gens qui sont valeureux, qui ont du panache, qui ont une haute idée du bien et du fait que, on se bat pour aider les autres et voilà, on joue des grands aventuriers au sens noble du terme.
Ben, du coup, un petit peu comme ça a été évoqué précédemment, on joue tous un peu des paladins. Alors, pas forcément des paladins, hein. On peut jouer des personnages qui sont valeureux et qui ont un souci d'aider les autres sans que ce soit forcément des paladins au sens Donjons et Dragons du terme. On peut également jouer des gens qui sont des gentilvoriens, pour une expression tirée d'un autre univers. Mais oui, il y a quand même cette idée on joue des gens qui fondamentalement sont bons et qui vont être poussés par l'envie pas forcément de sauver le monde, mais en tout cas d'aider les gens et de se battre contre l'injustice s'ils y sont témoins. En tout cas, le jeu pousse à faire ça. On peut très bien prendre le même univers et jouer dans une optique un peu plus grise, un peu plus borderline, mais clairement, le jeu incite à faire de l'épique et du panache. Question, c'est un très vieux jeu. Est-ce que du coup c'est un très vieux système? Et qui dit très vieux système dit comment dire Cyberpunk. Non, comment le dire sans être médisant? Est-ce que c'est quelque chose qui se joue encore bien à notre époque? Extrêmement simulationniste. Ouais, et puis il y avait pas mal de choses. J'ai l'impression que le game design n'existait pas encore à l'époque de certains jeux. Alors, pour moi, le système est vraiment le gros problème du jeu, hein. C'est vraiment le gros bémol que j'y mets. Non pas parce que il serait trop simulationniste, trop lourd. Au contraire, ils ont voulu faire un système qui sort des sentiers battus et qui est plutôt léger par certains aspects. Il y a des trucs qui sont vraiment lourdingues, genre la magie, mais voilà. C'est un jeu, ça se joue avec des cartes. Donc, pour faire rapide, on a une main de 4 cartes et quand on fait un test, donc il y a une série une série de compétences. Dans chaque compétence, on a un score. Alors, c'est pas vraiment un score, on a une caractérisation donc qui peut aller qui va de faible, il y a faible, moyen, bon, excellent, exceptionnel, extraordinaire, mais en fait, chaque dénomination correspond à un certain score. Et à ce score, on a une main de cartes avec des cartes dont l'utilité va dépendre de la compétence qu'on utilise. Donc, des compétences sont associées à des couleurs de cartes. Donc, il y a des compétences qui sont cœur, des compétences qui sont carreau, et ainsi de suite. Et donc, lorsqu'on fait un test, on va déposer, on peut n'en déposer aucune et on peut déposer jusqu'à l'ensemble de notre main. Évidemment, les cartes qui sont de la bonne couleur vont compter plus que les autres et ça donne un total. Le maître de jeu peut également déposer des cartes et donc il faut que son total soit supérieur à celui du maître de jeu. Donc, le, la philosophie est relativement classique. Il y a cette histoire de cartes et de couleurs de cartes qui ajoute quand même une certaine spécificité, une certaine saveur au système. Après, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes d'équilibrage, je pense. Il y a le système de magie qui effectivement est très lourd. Donc, j'avoue que pour ma part, donc j'ai maîtrisé Château Falkenstein pendant un certain temps et j'avais créé un système maison. Et j'avais réintroduit des dés parce que je trouve que le fait d'avoir des cartes et de savoir à l'avance que les cartes qu'on a, elles vont particulièrement être bons pour l'action que l'on souhaite faire, au contraire que les cartes qu'on a vont être particulièrement mauvaises pour l'action qu'on souhaite faire, avant même de décider de faire l'action, ça crée un biais qui me gêne. Donc du coup, j'avais réintroduit des dés et j'avais gardé des cartes en bonus pour pimenter un peu l'action. Donc voilà, j'espère que dans la prochaine version, le système va être repensé et va être un peu mieux géré. Et du coup, alors j'ai raté le début de qu'est-ce que le jeu. Je suis arrivé juste au moment. Ça me faisait très penser à Don Quichotte. Est-ce qu'on est un peu dans ce verbe, dans ce délire-là? Ou est-ce qu'on est vraiment dans un truc très sérieux? Moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi. On m'a jamais parlé du jeu, mais pour moi, Château Falkenstein, c'est un côté très Don Quichotte. Et est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Alors, je connais assez mal l'histoire de Don Quichotte, j'avoue, je suis désolé. Bah, Heu, grosso merdo, dans les grandes lignes, est-ce que c'est des vauriens et des mecs un peu sensibles, un peu humanistes qui vont se battre contre des moulins à vent, quoi, en voulant faire le bien à tout prix?
Alors non, 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 le jeu est assez premier degré. On se bat contre des menaces réelles, hein, donc on se bat contre, typiquement des savants fous qui veulent dominer le monde ou des complots pour, faire tomber des pays. Donc les menaces sont réelles et les personnages sont de vrais gentils qui ont des actions qui sont destinées à avoir un véritable impact. D'accord. Donc on est toujours sur des scénarios vraiment et une dimension épique. On va pas jouer. On est sur l'inverse de on va aller chercher les chipots de midi. Oh putain, on va Alors pas jouer à Raoul. clairement, l'optique n'est pas d'aller chercher les chipolatas. Après on peut très bien, si on fait une campagne, l'esprit quand même qu'on ait des enjeux assez importants et qu'on soit mené à sauver un pays d'une conspiration qui veut le faire sombrer dans une forme de totalitarisme ou ce genre de choses. Après, au niveau des scénarios, on peut avoir des scénarios qui sont avec des enjeux de moins d'importance, hein, sauver juste une personne ou juste un village qui est menacé par une menace quelconque. Ouais, c'est Euh, stylé. mais oui, normalement, c'est au-delà de la chipolata. Est-ce qu'il y a un scénario du coup dans le livre de base? Oui, dans le scénario, il y a un livre. Pardon, dans le livre de base, il y a un scénario. Euh, Après, il y a beaucoup de scénarios qui sont trouvables sur Internet. D'ailleurs, c'est un jeu qui est plus orienté campagne ou one shot ou indifféremment. Alors je pense que les 2 sont possibles. C'est un jeu qui est suffisamment atypique, enfin qui est suffisamment particulier dans le paysage, de des jeux de rôle. Il y a d'autres jeux qui ont une orientation steampunk, victorien, mais je vois pas d'autres jeux qui donnent une expérience de jeu similaire à Château Falkenstein et je pense que cette spécificité se ressent y compris au niveau des one shot. Parce qu'il y a certains jeux, honnêtement, si on me fait jouer un one shot, je vois pas la différence avec un autre jeu. Il y a, par exemple, beaucoup de jeux qui sont, médiévaux fantastiques où, ben, si on me fait un one shot, je vois pas la différence entre ce jeu-là, entre cet univers-là et un univers, que l'on peut dégénérer avec Donjons Dragons, par exemple. Là, pour moi, une Château de Falkenstein, même si c'est un one shot, ça va pas ressembler à une partie d'un autre jeu. Après, je pense que le jeu est quand même plus intéressant, dévoile son plein potentiel si on fait jouer une campagne. Du coup, on est sur un univers à secret ou c'est juste parce que c'est plus riche et qu'on est quand même sur des trames qui sont plus vastes que du coup régler une situation mondiale en quelques minutes, ben ça perd de son impact. Alors, c'est plutôt la 2e solution. C'est pas vraiment un jeu à secret. Il y a moyen d'introduire des secrets, mais c'est pas le cœur du jeu, mais c'est plus pour si on veut mettre des enjeux, mettre des conspirations, faire des scénarios avec des enquêtes, avec des rebondissements, du coup ça se prête, c'est plus facile de le faire dans le cadre d'une campagne. On nous demande dans le chat s'il y a des extensions. Alors oui, il y a, un certain nombre d'extensions, il doit y avoir, quelque chose comme 7 ou 8 extensions. En revanche, seul le jeu de base et une extension ont été traduits en français. Donc, le jeu de base et l'extension L'Ère de la vapeur qui propose qui est centré sur, différentes machines et différents véhicules, donc sur l'aspect, technologique et qui propose par ailleurs une petite campagne. Donc voilà, ça a été traduit en français, mais il y a d'autres extensions qui permettent de jouer aux États-Unis, me semble-t-il, ou qui mettent en avant certains aspects du jeu, par exemple la haute société, ce genre de choses, heu et qui n'existent à l'heure actuelle qu'en VO. Mais ça va J'ai une changer grâce à la pomme marteau. Ouais, J'espère. sans doute, j'ai une question du coup, comme c'est un vieux jeu, est-ce qu'il est facilement, trouvable pour quelqu'un qui regarderait le live et qui se dirait: «Tiens, ça a l'air cool» ou est-ce qu'il faut, vendre, un rein et 2 jambes sur eBay pour le récupérer celui-là? J'en Faut ai vendre Ambre et le Tarot. aucune idée. J'en ai aucune idée. Quand je l'avais trouvé, je sais plus. Je pense que j'avais dû le trouver d'occasion, mais c'était un certain nombre d'années, hein.
c'était il y a plus de 10 ans. Je l'avais trouvé, je pense, d'occasion sur un je sais plus quel site et à un prix pas trop élevé. Mais à l'heure actuelle, je sais pas du tout quels sont les s'il est trouvable et à quel prix. Et pourquoi Château Falkenstein? À part que c'est un château en Alsace, un château fort en Alsace. Tu sais? Alors, en l'occurrence, je ne connais pas le château en Alsace. Par contre, le château enfin, le titre provient d'un lieu qui a une certaine importance, au moins symbolique, dans le jeu. Par contre, qui se trouve en Bavière. Parce que l'une des nations les plus importantes dans l'univers du jeu, c'est la Bavière. Et le château Falkenstein est la demeure du roi fou, du roi Ludwig II de Bavière. Et non seulement c'est sa résidence, mais en plus c'est un château qui a été, construit par Oberon, le roi de la cour lumineuse du peuple fée. Et donc c'est un château qui est infini, qui est magique, dans lequel on peut se perdre avec qui peut ressembler un peu à Poudlard dans l'idée, donc avec des couloirs qui changent, des salles qui apparaissent ou qui disparaissent, et qui permet, si on s'enfonce assez profondément dans le château, de changer de dimension, de changer de réalité, de changer de temporalité, enfin voilà. Il est plus grand à l'intérieur. Ouais, c'est un peu ça. Bah, pour répondre à ta question, Eric, ça tourne entre 70 et 100 balles le jeu. Merci. Ouais, j'avais vu un lien sur eBay, premier lien 100 balles, ça commence à faire cher. Mais alors, dans ce Et Reste cas-là, il y a le arrangé avec. groupe qui a fait un jeu. Il a fait un jeu pour faire du Château Falkenstein, c'est vrai ou c'est une blague? Non, non, je sais pas. Non, non, je déconne, je regarde, il me semble qu'il y a un truc où mais c'est juste parce que ça m'a fait penser au speech, mais je suis pas sûr que ce soit ça du tout. Alors Je pendant vais que vous tu dire. cherches, alors moi, par contre, des jeux victoriens un petit peu steampunk, j'en ai. Cela dit, si on n'est pas du tout familier avec l'univers, est-ce que c'est plutôt facile à appréhender en tant que joueur et en tant que maître de jeu? alors c'est une bonne question. Alors le jeu est effectivement dans le genre steampunk, mais moi je connaissais pas du tout le courant steampunk, puis je le connais pas spécialement plus maintenant, hein, d'ailleurs. Lorsque j'ai acquis le jeu, mais en fait, le jeu repose plus sur beaucoup de références culturelles de l'époque. Donc, si vous avez lu du Jules Verne, si vous avez lu du Sherlock Holmes, heu et par ailleurs, il y a une dimension magique qui fait quand même assez penser à Tolkien. Donc, si vous avez ces références, mais qui sont des références assez connues de de la culture geek et de la culture en général, je pense que l'univers du jeu est assez facile à apprendre. Il y a un jeu de rétro science-fiction qui s'appelle Rage Victoria, qui se passe en 1876, où la reine Victoria a déclenché la Première Guerre mondiale grâce à des alliés extraterrestres. Ah, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Mais les lapins marteaux, de toute façon, vont rééditer Château Falkenstein et nous pourrons tous remettre la main sur ce chef-d'œuvre du steampunk. Ça me fait penser, est-ce qu'il y a du fantastique dans Château Falkenstein? Là, on parle d'extraterrestres dans l'autre, mais est-ce qu'il y a du fantastique dans ce jeu ou alors pas du tout? C'est vraiment steampunk pur jus, Euh, sans à part la magie. Ouais, t'avais dit qu'il y avait de la magie, mais est-ce qu'il y a du fantastique? Ou est-ce que Alors c'est une oui, magie plutôt technologique alors non, il y a très, très clairement du fantastique puisque, bon alors, il y a la magie faite par les humains qui est de la magie, de de l'ésotérisme avec en fait, les ordres de mages forment des sortes de sociétés secrètes. Donc typiquement, toutes les Illuminati, la maçonnerie, ce genre de sociétés sont en fait, essentiellement des ordres kabbalistiques de mages qui pratiquent une magie, avec un certain niveau de connaissance qu'il faut avoir et une certaine initiation qu'il faut avoir. Mais à côté de ça, il y a dans le monde de Falkenstein, des créatures féeriques. Donc on y retrouve tout ce qui est, pixies, gobelins, loups-garous et tout le folklore irlandais, se retrouve. Il y a donc la cour féerique du seigneur Oberon et les seigneurs fées, donc les Dawanshi, mais des hauts elfes, hein.
faire simple. On y retrouve des nains, on y retrouve des dragons. Alors les dragons, c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment des créatures féeriques. Les dragons sont en fait des ptérodactyles, donc des dinosaures qui ont survécu en maîtrisant la magie, un peu comme les humains. Mais, un peu comme certains humains maîtrisent la magie. Donc, voilà. J'aime Mais beaucoup oui, il y a l'idée. toute une dimension. Oui. Mais, oui, il y a toute une dimension féerique et magique et fantastique, dans le jeu. Est-ce qu'il y a des grands méchants dans le jeu? Oui, il y a des grands méchants. Alors, parmi les grands méchants, on peut citer, Bismarck, puisque alors, j'ai dit que le jeu était une uchronie. Alors bon, évidemment, la présence depuis longtemps de créatures magiques, dans le continent fait que, bah, l'histoire ne s'est pas forcément déroulée de la même, façon. Mais, l'une des différences, majeures dans l'histoire de la Nouvelle Europe, donc de l'Europe, de cet univers par rapport à notre Europe à nous, donc la différence dans l'ère victorienne, c'est que l'Allemagne n'a pas pu être, unifiée par Bismarck. La Bavière a réussi à résister et du coup, ben, l'Allemagne reste, désunie. Heu et donc parmi les antagonistes principaux, il y a la Prusse, il y a Bismarck qui, tient à tout prix à faire tomber Ludwig II pour accomplir son projet hégémonique. Parmi les autres grands méchants, il y a les seigneurs de la vapeur, donc qui sont les gros industriels capitalistes qui tentent de prendre la main d'avoir la mainmise, entre autres au Royaume-Uni. Et enfin, comme, grand antagoniste, il y a l'adversaire qui est l'équivalent maléfique d'Oberon. Donc lui, c'est une créature féerique extrêmement maléfique qui déteste les humains et qui, veut répandre le chaos. Et donc qui dirige, toutes les créatures féeriques maléfiques, les vampires et cetera, pour tenter de faire tomber l'humanité. Et du coup, il y a pas l'Allemagne. Et Et je suis donc du coup, il n'y déçu. a pas d'Allemagne. Je suis déçu parce que du coup, s'il y a pas l'Allemagne, il y a pas nos chers amis en uniforme qui font toujours bien dans des scénarios pulp. Tu Et sens la le mec Prusse, qui ça va? essaye qui Ouais, tourne autour de la démonétisation, tu sais? il y a les Prussiens qui peuvent, remplir ce rôle. Du coup, il y a les Prusies. Tout à fait. Avec leur casque à pointe. Est-ce que tu comptes, faire le crowdfunding des lapins marteaux? Sans aucun doute. Il va y avoir une partie sur cette chaîne. Ce serait bien. Probablement. D'autant plus si on peut la caler après la partie de la bande à Picsou, hein, qu'on attend toujours. Tout à fait, je n'ai pas oublié.